Bonjour mesdames, bonjour messieurs, et bienvenue à cet événement que nous organisons aujourd'hui à Arras, dans les locaux de la région modalité. Alors, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont ici présents avec nous, et je souhaite aussi la bienvenue à tous ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux, que ce soit en live ou un peu plus tard en différé. Je voudrais aussi saluer très chaleureusement l'ensemble de nos partenaires ici présents, qui se sont mobilisés dans l'organisation de cette réunion et qui vont intervenir successivement aujourd'hui. Alors vous savez, aujourd'hui, c'est une semaine qui est importante. C'est la semaine qui est consacrée à l'emploi pour les personnes handicapées. Et il nous a semblé extrêmement important de saisir cette opportunité pour présenter les différentes solutions en alternance et de regarder ensemble comment on pouvait les mobiliser auprès du personnel handicapé. Et sans plus tarder, je vous propose tout de suite de suivre l'expérience de Maxime Servet-Boulanger et de rentrer directement dans le sujet avec une première vidéo que nous avons fait dans le Acq, petite commune située à quelques kilomètres d'Arras. C'est dans sa boulangerie que Franck nous reçoit pour nous parler de Maxime. L'apprentissage pour les personnes en situation de handicap, c'est possible. Je m'appelle Franck Triquet, gérant de la boulangerie du pain sur la planche. Alors Maxime, je l'ai rencontré en mention complémentaire pâtisserie. Après ça, j'ai décidé de le prendre ici en apprentissage boulanger. Les démarches pour recruter un apprenti en situation de handicap sont très simples. C'est un contrat d'apprentissage classique. Il y a juste une demande d'aide à faire aux services concernés. Maxime était suivi par le CFA. Ils m'ont expliqué comment obtenir les aides pour un apprenti en situation de handicap. Le CFA désigne une référente ou un référent pour suivre l'évolution de Maxime, pour voir son évolution et son intégration au sein de l'entreprise. OPCO-EP favorise sa mise en œuvre en accompagnant le CFA et le référent handicap dans son action, auprès de l'apprenti, de l'entreprise et de la famille, pour sécuriser le parcours de formation. Je m'appelle Laurent Bossu, je suis directeur du CFA Relais Avenir Pro. Il accompagne uniquement des personnes en situation de handicap dans leur parcours de formation en alternance. Puis on peut aussi mettre en place un accompagnement dans l'autonomie. C'est ce qui a permis aussi à Maxime aujourd'hui d'avoir son permis de conduire, d'avoir sa voiture et d'être complètement autonome dans son employabilité. Maxime s'occupe de la fabrication du pain ainsi que la fabrication de la pâtisserie. C'est super bien intégré, et tout se passe bien, donc c'est pour ça que j'ai décidé de l'embaucher en CDI. Il fait son travail, donc je ne vois pas pourquoi il ne mériterait pas une place dans notre société. Maxime demande une attention particulière, mais une fois qu'il est dans un cadre familial, dans son cocon, qu'il a sa feuille de route avec ses processus, ça se passe très bien. On travaille en famille, donc Maxime fait partie de la famille maintenant. Pour Maxime, on est super content parce qu'on est sur une double réussite. D'abord celle d'avoir obtenu son diplôme et puis la conclusion finale, c'est qu'il est embauché de façon définitive dans l'entreprise qu'il a formée et ça c'est une réelle réussite pour nous. Pour ces apprentis en situation de handicap, l'alternance est une opportunité de lutter contre les idées reçues, de montrer toutes les compétences et le sérieux qu'ils peuvent apporter à une entreprise. Bonjour, je m'appelle Maxime Delair, j'ai 23 ans et je suis apprenti boulanger à du pain sur la planche à Acq. Je voulais chercher du travail au début, mais je n'ai pas su en trouver. Du coup, je me suis dit, je vais faire un CAP boulangerie pour acquérir plus de connaissances. Je me suis adressé au CFA, du coup je me suis intégré ici dans cette entreprise. C'est grâce aussi, non seulement ici au CFA, que j'ai pu apprendre sur le métier de boulangerie. Ma formation a duré pendant 1 an. Je faisais 2 semaines ici et 1 semaine au CFA. C'est ça l'avantage de cette alternance. Ça me permet en fait d'acquérir de l'expérience, ainsi des connaissances et du savoir-faire afin de m'intégrer un peu plus dans le monde professionnel. Déjà ici en entreprise, tout se passe bien. Du fait que Franck a accepté mon handicap, il a décidé de me prendre en apprentissage. Et puis tout fonctionne avec lui, on fait une super équipe. Et durant cette alternance, Franck m'a proposé de signer un CDI. Super content même d'être ici et d'avoir ce métier. Ça fait 6 mois que je travaille avec Maxime. Il travaille super bien, autonome. Il façonne tout seul, il lance tout seul, sans que je lui dise, donc c'est de mieux en mieux en fait. Il va être embauché avec nous, je suis très content pour lui, surtout qu'après que mon père il a fini ici, c'est moi qui reprends avec ma sœur. Si ça fait l'affaire, je le garde autant de temps qu'il veut. Si l'avenir de Maxime semble ici tout tracé, c'est aussi grâce à la relation de confiance qu'ont su bâtir ensemble sa famille, son employeur et son CFA. Donc je m'appelle Delphine, je suis la maman de Maxime. Pour l'apprentissage pour Maxime,
C'était une évidence. Étant donné le métier qu'il avait choisi de faire, l'évolution de Maxime a été exponentielle. Il s'est vraiment développé au niveau de son langage, sa façon d'être, sa confiance en soi. Je suis très fière de Maxime et de ce qu'il a fait et je suis super fière qu'il puisse signer un CDI. Et je remercierai jamais assez Franck pour ça. C'est une superbe victoire sur le handicap. Voilà. Félicitations. Bravo. Bravo. Franck me soutient beaucoup. Et ça depuis très longtemps. Et je vais d'ailleurs rester ici pour aider Franck à faire développer et faire prospérer son entreprise. Et je suis très bien ici. J'ai de la chance de l'avoir, Franck. Là, il y a un très beau témoignage des expériences d'intégration ici. Et c'est vraiment au cœur du sujet que nous allons traiter maintenant. Vous avez compris qu'aujourd'hui, nous souhaitons vous présenter des dispositifs et des solutions en alternance et de vous montrer comment on peut les mobiliser auprès des personnes en situation de handicap. Et avec l'ensemble de nos partenaires qui sont ici présents, nous voulons vous présenter en fait, les intérêts de ces dispositifs et montrer surtout comment vous pouvez les mobiliser très concrètement. Comment vous pouvez les mobiliser, vous jeunes futurs apprentis, pour concrétiser vos projets professionnels et comment vous pouvez les mobiliser pour réussir les démarches de recrutement. Et nous considérons que nous avons réussi à atteindre les objectifs de cette journée et à l'issue de cette réunion, vous êtes complètement convaincus que les solutions d'alternance et d'apprentissage sont des solutions que vous devez mobiliser. Et si vous êtes complètement convaincus que ces solutions d'alternance sont accessibles, y compris pour les personnes en situation de handicap. Et nous pourrons effectivement mesurer tout l'intérêt de cette réunion et toute sa réussite lorsque dans quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, vous viendrez vous adresser directement auprès de nous et mobiliser nos services. Et quand je parle de nous et de nos services, eh bien c'est l'ensemble de l'offre de services de nos partenaires qui sont ici présents et que je vais présenter et qui agissent au quotidien sur les territoires auprès de vous pour lever tous les freins à l'apprentissage, que ces freins soient d'origine sociale, économique ou liés au handicap. Et donc, je vais citer avec un ordre quasi alphabétique l'ensemble des partenaires qui sont aujourd'hui à vos services. Donc, l'ARPEJ, l'ANAF, le CFA Avenir Relais, l'OCOEP, qui m'a prêté cette magnifique vidéo, l'OCO Mobilité, les Cap Emploi, et puis également le réseau, enfin la CNRA des Hauts-de-France. Et la NAF et la GIF. Voilà, et maintenant que le décor est planté, on vous propose que nous ayons un peu plus loin dans notre réflexion. Vous avez vu effectivement ce magnifique témoignage de Maxime, il y en aura d'autres. Nous aurons l'occasion un peu plus tard de suivre aussi le témoignage de Marc et de Camille, de nos témoignages, de leurs expériences. Ceci dit, aujourd'hui, des chiffres sur l'intégration des personnes, les intégrations dans l'emploi des personnes en situation de handicap montrent qu'il y a encore une forte marge de progression. Et je propose tout de suite de présenter les enjeux et les politiques qui sont mises en œuvre pour favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap dans l'emploi. Je propose tout de suite de donner la parole donc, à Denis Jorel, et puis à Yvan Talpart de l'AGFIP et Denis Jorel de l'OCOEP, pour présenter en fait, des éléments de contexte, les enjeux et les politiques qui poursuivent pour réaliser cette ambition. C'est ça. Bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je suis Denis Jorel, je suis délégué régional pour l'OCOEP. Et puis, je suis vraiment ravi d'être ici aujourd'hui pour cet événement, ici à la Chambre de métiers de l'artisanat des Hauts-de-France, ici à Arras, pour travailler sur ce thème des métiers de l'artisanat et puis de la formation en alternance, une solution pour les personnes en situation de handicap. Alors, très belle initiative, et puis merci également aux partenaires qui ont été cités, le Cap Emploi, la GFIP, l'ANAF, l'ARPEJ, l'Avenir Pro, mes collègues de l'OCO-Mobilité. Voilà, et puis également dire que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Et donc, on a aussi beaucoup de manifestations qui sont organisées partout, un petit peu partout en France, sur ce thème du handicap. Alors, tout d'abord, quelques mots introductifs sur l'OCOEP. Alors, d'une manière un petit peu plus générique, les OCO, nous faisons partie maintenant du nouveau paysage de la formation professionnelle. Cette grande réforme de 2018 qui a impacté
tout l'écosystème de la formation en France et dans les régions. Et donc l'OCOEP fait désormais partie des 11 OCO qui ont été habilités par l'État dans une logique de filière économique. Un OCO, derrière, ce sont des branches professionnelles dans une logique de filière et cohérence économique. Donc pour ce qui concerne les entreprises de proximité, notre dénominateur commun sont les entreprises de proximité. Nous avons trois missions essentielles, le financement de l'alternance et des compétences des salariés, des petites entreprises, et de l'apprentissage notamment. Et puis, deuxième compétence, d'apporter un appui technique à nos branches professionnelles, donc en termes de certification, en termes d'observation, en termes de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et puis, troisième mission, qui peut-être nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est une mission de proximité. C'est comment nous allons accompagner nos entreprises au plus près de leurs besoins dans leurs projets emploi-formation. Donc pour le COEP, c'est 54 branches professionnelles, donc on a un panel majoritairement de l'artisanat, des services, des professions libérales, des services à la personne également, des services aux entreprises. En région, c'est 42 000 entreprises qui représentent 160 000 salariés, et nous avons là aujourd'hui engagé depuis le début de l'année plus de 10 000 contrats en alternance, qui est aussi un vrai succès, avec une progression tout à fait notable par rapport à l'année 2020, de l'ordre de 25 voire 30%. Nous avons également un service de proximité, 6 implantations territoriales dans les différents départements des Hauts-de-France, avec une équipe de conseillers qui quadrille, je dirais, les territoires, quel que soit de Dunkerque à Soissons, tout est quadrillé par un conseiller qui constitue la porte d'entrée des entreprises pour exprimer les besoins et surtout les accompagner sur toutes ces thématiques d'emploi-formation. Et enfin, voilà, un indicateur, c'est 120 millions d'euros de budget qui sont injectés pour la région en termes de développement des compétences, d'emploi, d'insertion notamment. Alors, on a 4 ambitions, pour revenir un petit peu sur des aspects aussi politiques. La première, c'est d'accompagner les mutations dans les branches, pour les branches et les territoires, en favorisant l'investissement en formation de ces entreprises. C'est également d'accompagner le développement et la résolution des problématiques d'emploi, tout ce qui va être en emploi. Et puis, la quatrième ambition, c'est une prise en compte justement des publics et des territoires dits prioritaires, et donc le handicap fait partie. Donc, c'est le COEP, le conseil d'administration, a fait du handicap une de ses priorités, a vraiment porté cette ambition politiquement, on a fait une priorité, et ça se traduit par une de ses ambitions. Alors, peut-être un chiffre un petit peu plus macro maintenant, il faut savoir que l'an dernier, 2020, il y a eu 500 000 contrats d'apprentissage signés en France, et 1%, il faut savoir qu'à 1% seulement, c'était de travailleurs handicapés. Donc ça, c'est pour avoir un indicateur du taux d'accès à la formation. C'est un chiffre qui peut sembler faible, voilà, mais c'est une réalité. Alors pour EP, c'est un petit peu plus, on ne va pas faire, c'est 1,3, je regardais les chiffres, 1,3, alors majoritairement dans l'artisanat, je l'ai dit, avec une répartition 1 tiers de garçons et 2 tiers de filles, pour EP, ça c'est un indicateur important. Alors ce taux est quand même en amélioration, alors c'est peut-être lié aussi au développement de l'alternance. Vous savez qu'il y a aussi l'État, il y a beaucoup d'aide, il y a beaucoup de moyens, on va en parler sûrement ce matin. Et donc c'est aussi, cet indicateur est en progression. Donc on peut se dire, c'est quand même positif, sachant que le film le témoigne bien, chaque cas est individuel, chaque victoire, chaque situation, solution emploi pour ces jeunes-là est aussi une mini-victoire. Alors, juste, ce qui nous semble important pour nous en termes d'ambition, mais un peu plus opérationnel, on est sur 4 axes. Alors, le premier axe, c'est vraiment le travailler ensemble et en partenariat. Donc, quand je suis arrivé à l'OCOEP, donc on travaille sur un plan d'action régional et notre logique, c'est aussi travailler ensemble dans cet écosystème. Tout seul, on n'a qu'un bout de la réponse. Il faut vraiment qu'on travaille. Et donc, le premier travail, ça a été signer une convention avec la GFIP, d'ailleurs qui se décline maintenant au niveau national, le Cap Emploi, bien sûr. Et donc, ça a été aussi de faire connaissance. On a organisé un certain nombre de webinaires pour mieux faire connaissance, nos conseillers, l'offre de services, de locaux, de la GFIP, du Cap Emploi. Il faut vraiment que nos conseillers de terrain s'approprient, je dirais, l'offre mutuelle pour créer des fluidités de communication, d'échange, etc.
Le deuxième axe, c'est développer l'alternance. Alors, c'est vraiment le sujet de ce matin. Et là, donc, nous accompagnons les CFA. Nous avons un travail vraiment de proximité pour accompagner les CFA dans leur démarche. Donc ça, c'est l'action de nos conseillers de terrain. Nous organisons des webinaires aussi d'information. On en a un que vous pouvez d'ailleurs revoir sur notre site internet. C'est avec comme tel CFA accueille les apprentis en situation de handicap. Faites de votre obligation une opportunité. Donc on avait abordé notamment l'offre de service de la GFIP. On a abordé le rôle et les missions du référent handicap, qui sont des points pivots très importants dans les CFA. Les outils, les ressources à disposition, les témoignages, bien évidemment. Vous avez vu Laurent qui a fait un super témoignage avec l'initiative de ce jeune. Et puis, évidemment, nous apportons une aide financière à locaux pour les CFA. Il faut savoir que ça peut aller. Nous avons des barèmes de taux d'intervention qui sont fixés par arrêté pour majorer les niveaux de prise en charge de l'ordre de 4 000 euros par an annuel. Voilà. Alors, il y a des obligations, hein, ce n'est pas 4 000 euros. Il y a un référentiel spécifique pour accueillir et intégrer les jeunes qui relèvent du handicap dans les CFA. Il y a des obligations. Et voilà, il y a aussi des moyens financiers qui sont alloués auprès des CFA. Voilà, le troisième axe, c'est aussi plutôt en amont de l'alternance. On prépare ce qu'on appelle des préparatoires opérationnels à l'emploi collectif ou des préparatoires opérationnels à l'alternance. Et donc là, on insère des clauses de travailleurs handicapés. On peut monter aussi des sections spécifiques qui relèvent du handicap. On en a une prochainement sur Saint-Quentin, dans le domaine de la relation client. Ce n'est pas tout à fait l'artisanat, mais il faut dire que c'est possible. Et puis le quatrième axe, c'est bien évidemment notre action auprès des entreprises. Et là, on a des outils de diagnostic pour analyser les pratiques des entreprises en matière de travail de handicap, de sensibilisation. Donc, on a un outil qui s'appelle chez nous le réflexe, qui nous permet de bâtir des analyses à partir et de monter des plans d'action. Et puis, bien évidemment, les outils de promotion. Donc, on a des relais emailing, des outils tels que la vidéo qu'on vous a présentée, voilà, qui sont des outils, je dirais, de promotion et de sensibilisation. Donc, en guise de conclusion, je pense qu'il y a 3 axes pour nous qui nous semblent vraiment importants. Le premier axe, c'est que, évidemment, chaque solution, c'est un succès. Ça, on voit bien, c'est quand même poignant, le témoignage des parents, le témoignage de l'entreprise, c'est un vrai succès, mais il y a encore beaucoup à faire. Ça, c'est, je veux dire, le premier constat. Deuxième constat, c'est qu'il est important de faire ensemble. Pour moi, voilà, je pense qu'il faut agir en partenariat, je l'ai déjà dit, coordonner notre action, agir en complémentarité avec l'ensemble des acteurs de l'orientation, du conseil, des CFA, des financeurs, etc. Voilà, c'est agir ensemble. Et puis, le troisième axe, c'est que finalement, on s'aperçoit qu'il existe des réponses, des outils, des aides, des ressources. Il faut être imaginatif pour aller plus loin. Voilà, vous avez l'initiative de la petite vidéo, mais soyons imaginatifs pour aller plus loin sur ce sujet de sensibiliser, de mobilisation des entreprises, etc. Voilà, encore merci à la CMA et puis pleine réussite à cette initiative. Merci beaucoup pour ce message extrêmement positif. Donc vous voyez effectivement que le nombre de personnes handicapées qui accèdent à l'emploi et à l'alternance est encore faible, il y a une marge de progression, mais il est aussi en évolution et c'est un message extrêmement positif que nous a donné Nathalie Journel. Il montre effectivement qu'il y a des actions et une politique qui permet effectivement d'espérer une progression de ce taux dans les années qui viennent. Et cela notamment grâce au développement de l'alternance et une mobilisation de l'ensemble des acteurs du territoire. Je vais passer tout de suite la parole à Yvan Pater, à GFIP, qui va nous expliquer aussi dans quel cadre s'inscrit cet événement, et puis aussi la politique qui se suit en Haute-France dans ce domaine. Avec plaisir, merci Madame la Directrice. Alors, j'ai la chance d'intervenir en troisième. Donc, je ne vais pas dire que tout avait été dit, mais beaucoup de choses ont été dites. Ce film est remarquable, ce film dit tout, il est formidable, on y lit tout en direct et en creux. Voilà, merci pour ce film et cette initiative, elle est formidable. Alors, j'ai évidemment préparé quelques petites choses,
mais je ne veux pas passer à côté de ce que vous avez dit. Et j'ai une mémoire qui est un peu courte, donc il va falloir que je sois très attentif. D'abord, oui, un mot peut-être de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Alors, cette 3e semaine de novembre, elle est inscrite dans le marbre pour nous, elle est importante. Elle est importante parce que c'est l'occasion qui nous est donnée de mettre la lumière sur ce que nous faisons. Ce que nous faisons, c'est un nous collectif. Hein. M. Jorel l'a très très bien dit. Ce nous collectif, ce nous partenarial, hein, parce qu'ensemble, chacun, là où nous sommes, on a des moyens d'action, voilà, et il faut qu'on les mobilise avec intelligence, avec synergie, avec efficacité, avec efficience. Voilà. Donc cette semaine pour l'emploi, c'est l'occasion, à un moment donné, là, pendant cette 3e semaine de novembre, de mettre un petit peu le projecteur sur ce que nous faisons au quotidien, hein, en direction de, alors je vais dire nos clients, hein, nos bénéficiaires, que sont effectivement les personnes en situation de handicap, et puis les entreprises. Alors, allez, plus globalement, je dirais les employeurs. Hein, pensons aussi aux fonds publics, hein, et aux employeurs publics qui, eux aussi, sont d'ailleurs très prégnants sur la question de l'alternance. Peut-être qu'on pourra y revenir. Voilà, donc cette semaine pour l'emploi, finalement, c'est une communication qui est un peu grand public et qui a une vertu première, hein, qui est d'agir sur les comportements. Et finalement, c'est ce qu'on fait tous au quotidien, d'agir sur les comportements pour faire en sorte qu'on soit dans une société un peu plus inclusive. Voilà. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est l'emploi, hein, et le travail, mais voilà, l'inclusion, elle se joue à tous les niveaux. Hein, et voilà, il faut penser à l'école, il faut penser à la scolarité, il faut penser à l'après, à la formation professionnelle, etc., etc., etc. Partout où l'on peut agir, hein, et on peut faire en sorte que, effectivement, on réduise les discriminations. Voilà. Un mot, Madame la directrice, de ce lieu qui est magnifique. Voilà, la chambre de métier et l'artisanat, c'est vraiment à chaque fois que je vais dans un site de la CMA, je suis toujours émerveillé par la qualité de ce que je rencontre. Et voilà, et je tiens à le dire parce que je le dis sans flagornerie, c'est une réalité. Voilà, on a ici des outils, au sens noble du terme, qui sont vraiment de grande qualité. Hein, voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut aussi porter à la connaissance, me semble-t-il. Un mot de notre sujet, l'alternance, un mot rapide. L'alternance, c'est évidemment une opportunité pour l'ensemble du public. Et c'est un enjeu pour les personnes en situation de handicap. Alors, pour une raison très simple et très évidente, c'est que la situation de handicap s'accompagne souvent de déqualification. Voilà. Donc, l'enjeu de la qualification, il est majeur. Et donc, l'alternance offre à la personne cette double opportunité qui est celle à la fois de la qualification, hein, et en même temps de l'emploi. Voilà, la formation en emploi. On en parle beaucoup, elle existe depuis très longtemps, ça s'appelle l'alternance. Hein, et c'est un outil de ce point de vue-là remarquable pour l'employabilité des personnes en situation de handicap. Alors, remarquable à double titre, pour les personnes, bien évidemment, je viens de le dire, mais aussi pour les employeurs. Parce que l'employeur, d'ailleurs, l'employeur que je suis en bénéficie très largement. J'ai, pour ma part, 3 personnes en alternance à la GFIPO de France. L'employeur en bénéficie très largement parce qu'il a l'opportunité d'avoir et de travailler avec une compétence qu'il va pouvoir modeler au regard de ce qu'il souhaite en faire, hein, et des obligations qui sont les siennes. Voilà, donc c'est véritablement, quand on dit un outil, là encore, c'est l'outil au sens noble du terme, c'est véritablement l'alternance, un élément qui est très très favorable au développement de l'emploi des personnes en situation de handicap, même si, M. Jorel l'a rappelé, même si il est encore beaucoup trop intimiste. Hein, voilà. Mais ça veut dire tant mieux qu'on a beaucoup de boulot à faire, hein, et on va y revenir. On a des partenaires qui sont très engagés sur le sujet. Voilà. Et puis peut-être un dernier mot de contexte. Alors, je n'ai pas donné de chiffres. Normalement, à la GFIP, on donne des chiffres. Alors, peut-être quand même vous dire que le regard change depuis quelques années. Il change et on le mesure. Je vais prendre des établissements que je connais mieux, qui sont ceux qui sont assujettis à l'obligation d'emploi, donc les plus de 20 salariés. C'est évidemment pas tous les établissements, le moins s'en faut. Hein. Et on sait notamment que l'alternance se développe énormément dans les moins de 20. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Néanmoins, sur ces plus de 20 salariés qui représentent 100 000 établissements, hein, sur le territoire national, qui sont assujettis à l'obligation d'emploi,
Ces 100 000, quand on regarde dans le rétroviseur, avec 5 à 10 ans en arrière, il y en avait un tiers qui était au-delà des 6%, 30%. Et il y en avait un tiers qui ne faisait que le chèque à la GFI. Donc rien sur la question du handicap. La photographie qu'on a aujourd'hui, elle nous dit que 50% d'entre eux, donc la moitié, sont au-delà de 6%. Donc répondent complètement à l'obligation d'emploi. Et ceux qui étaient dits à quota zéro, donc qui ne faisaient rien, les 30%, donc un tiers, ne représentent plus que 8%. Donc on voit bien qu'on a une espèce voilà, une roue qui tourne et qui tourne dans le bon sens. Hein, et on voit qu'on est dans ce changement de mentalité, notamment au travail. Voilà, donc ça c'est une très bonne chose. Et puis un deuxième chiffre, cette fois-ci peut-être pour les salariés ou les demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, on a 500 000 salariés en entreprise privée, hein, donc de plus de 20 salariés en situation de handicap, et on a 500 000 demandeurs d'emploi. Vous voyez, on a une belle parité. Alors, en même temps, sur ces 500 000 salariés, en fait, il y a 5 ans, ils étaient 400 000. Donc, en 5 ans, il y a eu une progression de 100 000 salariés dans les entreprises de droit privé en France. On a des chiffres qui sont très, très favorables. Alors, évidemment, on ne va pas s'en satisfaire, hein, parce qu'on a encore beaucoup de travail à accomplir et à réaliser. Voilà. Et bien sûr, évidemment, à développer l'alternance. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, s'agissant de l'alternance, la boîte à outils dont on dispose, elle est, mon voisin gauche dirait, roborative. C'est-à-dire qu'on a tout sous la main. Tout sous la main. Voilà. La question qui va se poser à nous, c'est celle de l'intelligence de la situation, c'est celle de la synergie partenariale, c'est ce qu'on met en place autour de la personne et de l'entreprise pour les accompagner au regard de leurs besoins. Voilà. Et ça, aujourd'hui, on est prêt à le faire. Voilà. Donc, il faut que nous travaillions ensemble pour pouvoir réussir cette transformation et profiter, dernier élément de contexte, et profiter de la croissance économique dans laquelle nous sommes. Voilà, pour que les personnes en situation de handicap ne ratent pas le train de l'emploi, j'ai envie de dire, pour reprendre une vieille expression, hein, et puissent voilà, bénéficier pleinement et entièrement de cette croissance qui est à l'œuvre maintenant. Hein, on a des besoins et on a probablement des enjeux forts, là, nous, entre nous, à travailler sur quelque chose qui relève peut-être de l'attractivité des métiers, de la connaissance des métiers, du lien davantage fait à la fin de la scolarisation. Voilà. Là, je crois qu'il y a des enjeux majeurs qui se présentent à nous et que nous devons prendre à bras le corps. Voilà, donc merci de cette invitation et ravi d'être parmi vous et de vous entendre ce matin. Merci à l'un et l'autre de nous avoir rappelé ces éléments de contexte et avoir posé le cadre général, d'avoir rappelé quelques objectifs, quelques chiffres qui sont extrêmement positifs. Et puis d'avoir rappelé effectivement que l'amélioration elle est liée effectivement à une mobilisation de l'ensemble des acteurs territoriaux. Vous avez rappelé qu'on avait une pléthore d'outils et qu'il était important effectivement dans la coordination de chaque acteur de trouver les bonnes synergies, les bonnes coordinations pour s'adapter effectivement à chaque situation particulière. Donc je vous propose maintenant de rentrer dans le très très concret, de voir comment nos différents partenaires se mobilisent ensemble pour trouver les bonnes solutions et puis permettre effectivement de favoriser l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. Alors nous allons organiser maintenant ce temps en 3 grandes étapes, puisque effectivement l'accompagnement de la personne en situation de handicap demande à être accompagnée, avec un premier temps qui est l'orientation. La personne va pouvoir conforter son orientation sur un métier d'artisanat. Vous soulignez, c'est important effectivement qu'on communique sur les métiers, qu'on puisse faciliter la découverte de ces métiers, notamment les métiers d'artisanat. Donc un premier temps autour de l'orientation, un deuxième temps autour de l'accompagnement du projet, comment on accompagne la formation et la prise de fonction, la première prise de fonction dans l'emploi, et puis un dernier temps qui sera l'intégration durable, parce que, comme vous l'avez précisé, l'enjeu est bien de permettre effectivement aux personnes d'accéder durablement à l'emploi et aussi à l'entreprise d'acquérir les compétences et les profils dont ils ont besoin. Donc je vais tout de suite passer la parole à nos 2 premiers intervenants. Donc Charlotte de Saint-Léger,
qui est référente pour les Hauts-de-France pour l'Arpège, et puis Christophe Minol, référent handicap pour la Chambre des métiers de l'artisanat. Juste un petit point avant de vous laisser la parole, vous avez la possibilité, bien évidemment, de poser des questions, donc ceux qui sont ici dans la salle, mais aussi ceux qui sont connectés à distance. Charlotte de Saint-Denis. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Du coup, Arpège, on est une association d'employeurs. En fait, on a une centaine d'employeurs partenaires dans les 3 régions où on est implanté. Donc, dans les Hauts-de-France, ça représente une 50aine d'entreprises partenaires. Et notre objectif, c'est de faire le lien entre les jeunes en situation de handicap et ces entreprises pour leur permettre de découvrir les métiers et d'avancer dans leur projet professionnel. Donc, on va avoir toute une série d'actions qui vont être ouvertes aux jeunes pour justement servir cet objectif. Donc, on a tout d'abord des actions qui vont plus s'axer sur la découverte des métiers, avec un forum qu'on organise une fois par an, des visites d'entreprise, des présentations de métiers qu'on va organiser en visio aussi pour lever les freins qui pourraient être liés à la mobilité géographique. Tout ça toujours dans l'objectif de favoriser la découverte du monde professionnel et puis pour les collaborateurs aussi d'être sensibilisés au handicap et de développer encore plus l'emploi des travailleurs en situation de handicap dans leur entreprise. Ensuite, on va avoir aussi des actions qui vont être liées à la construction du projet professionnel. Donc ça va être des coachings professionnels où là on va aborder la question déjà des conseils vraiment sur le CV, la lettre de motivation, la manière de préparer un entretien de recrutement. Et la question du handicap va également être abordée en fonction des questions des jeunes qui participent. Pour savoir comment est-ce que déjà j'indique le handicap sur mon CV et comment est-ce que j'en parle ensuite à mon futur recruteur. On a également un dispositif de mentorat où là, donc, ça va être vraiment l'accompagnement le plus individualisé qu'on va proposer, où un collaborateur d'une de nos entreprises partenaires va accompagner pendant au moins 1 an un jeune sur toutes les questions qui pourraient le concerner, sur son insertion professionnelle. Que ce soit de la recherche d'alternance ou de s'améliorer dans ses entretiens, de la découverte des métiers encore une fois, ou alors de l'ouverture de réseaux professionnels. Ça peut être très large et ça va vraiment être spécifique en fonction des besoins du jeune. Et puis en parallèle de toutes ces actions, on a également, on accompagne les jeunes dans leur recherche d'apprentissage, mais aussi de stage et d'emploi. Et notre objectif, c'est d'accompagner les jeunes au plus tôt, donc dès la 3e, à partir de 15 ans, parce que l'objectif, c'est de les encourager à aller le plus loin possible dans leurs études, et puis ensuite, jusqu'à 30 ans. Et donc, on va faire bénéficier notre réseau à tous les jeunes qui nous contactent en leur diffusant leurs candidatures. Et puis, donc ça, c'est vraiment côté jeunes, et puis côté entreprise, on va accompagner nos entreprises partenaires dans l'accueil des jeunes en situation de handicap qu'ils recrutent, et puis on va leur permettre aussi de se rencontrer entre elles pour échanger les bonnes pratiques et puis développer leur propre réseau. Donc, c'est souvent les missions handicap ou alors les personnes au sein de l'entreprise qui sont en charge du recrutement et du maintien dans l'emploi des travailleurs en situation de handicap qui vont se retrouver et qui vont pouvoir échanger et avancer sur tous ces sujets. Voilà nos actions très rapidement. On est encore beaucoup en partenariat avec des entreprises qui ne sont pas forcément dans le secteur de l'artisanat, comme vous pouvez le voir sur cette slide. Et donc, notre objectif, c'est vraiment de se développer et d'avoir le maximum de secteurs d'activité possible pour que les jeunes puissent bénéficier encore plus de nos actions. Et donc, voilà, c'est tout notre travail qu'on fait aussi aujourd'hui pour essayer de diversifier nos entreprises partenaires. Merci beaucoup, Charlotte. Je vais laisser tout de suite la parole à Christophe. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter rapidement la Chambre de métier et son centre de formation. Donc, la Chambre de métier dispose d'un centre de formation régional au sein duquel on y retrouve les antennes formation et le référent handicap, donc sur sa mission handicap régional, accède à tous les sites
pour venir accompagner les équipes qui sont sur place dans l'accompagnement des apprenants, donc des apprentis, mais également des stagiaires de la formation professionnelle. Au niveau des antennes, donc on a 3 types d'antennes sur le territoire, donc nos antennes formation, je viens de dire. Ensuite, des antennes entreprises et des antennes entreprises et formation, comme celle qui nous accueille aujourd'hui sur le site d'Arras. Pour parler des antennes formation, elles sont au nombre de 20. Comme vous voyez, elles sont bien réparties sur les 5 départements, ce qui fait un maillage assez particulier. Et au sein de ces antennes formation, on y dispense dans plus de 80 métiers à peu près 250 formations. Ces 250 formations sont bien évidemment accessibles à tous et démarrent du niveau 3, donc du CFP, vers le niveau 5, qui est le Bac plus 2. Voilà donc pour la partie je dirais régionale. Ensuite, si on s'atteint un peu sur la partie formation et accompagnement à proprement dit, l'organisation d'une antenne formation reste similaire à celle d'un collège ou d'un lycée. Ce sont juste les acronymes qui diffèrent légèrement. On a donc à la tête le responsable d'antenne, que nous on donne dans l'UA, qui est responsable administrative et pédagogique, secondé donc, par un responsable de service. Sur la partie pédagogie, on y trouve donc le conseiller principal d'éducation. Et enfin, sur je dirais, tout ce qui est périphérique, donc on y intègre la mobilité, la santé, le social, la partie financière, la sexualité également, et en grande partie, et de plus en plus, la partie du handicap. Donc pour le handicap, comme je l'ai dit tout à l'heure, le centre de formation régional dispose d'un référent handicap qui tourne sur toutes les antennes pour venir accompagner, sensibiliser les équipes d'accompagnement, les équipes administratives à l'accueil des personnes en situation de handicap. Et sur ces antennes, donc, je suis secondé par des intervenants sociaux qui eux, sont en contact direct avec les apprenants et les familles. Voilà la description de nos antennes et de l'accompagnement du handicap au sein de la CMA de France. Alors nous avons déjà une première question. Vous avez derrière les réseaux sociaux. Je vais l'adresser à Charlotte ou Christophe. Peut-on faire tous les métiers en alternance avec un handicap? C'est quoi, Charlotte? Alors moi, vous allez peut-être comprendre, je ne dis pas non. Tant que je n'ai pas vu la personne, que je ne connais pas son environnement, que je ne sais pas, je ne connais pas son projet, je ne dis pas non. Donc l'objectif, c'est de la rencontrer, de la faire venir sur une antenne formation pour visiter le site et échanger sur son projet et échanger vraiment sur ses compétences qui sont certainement déjà acquises et forcément chaque personne a des compétences. Et je mettrai vraiment les restrictions en second plan. Je pars d'abord de ce que sait faire la personne, de ce qu'elle est en mesure de faire. Voilà. Et ne pas tout de suite aborder cette personne à partie oui, j'ai une restriction, je ne peux pas porter ça, je ne peux pas lever. Ça non. C'est d'abord le positif, mettre en confiance la personne et ensuite vraiment échanger sur son projet. Donc complètement oui, effectivement. L'alternance permet à un large public d'accéder effectivement à la formation et à l'emploi. Donc c'est important et nous allons voir que nous avons des actions spécifiques, des frais par apprentissage, je sais le développer tout à l'heure par Lily Jorel. Nous allons aller un peu plus en profondeur, avec ces frais par apprentissage, avec maintenant Laura Baudouin, qui va représenter la CMA, référente frais par apprentissage. Et puis Pascal Legrand, qui va présenter le dispositif. Donc, merci beaucoup. Donc, Laura Baudouin, je suis la coordinatrice régionale de la prépa apprentissage portée par la Chambre de métiers pour un consortium qui est formé de COEP, qui est présent d'ailleurs, de la SCCI, de l'AFPA, des Compagnons du Devoir, de CMA France, de la FCD, de l'UEP
et de Constructis et la NFA et la CPM, pardon. Voilà. On est nombreux aussi, hein, il faut dire. Une belle dynamique partenariat, alors. Oui, aussi. Donc la prépa apprentissage, je vais la présenter en tout cas pour notre consortium que je vais présenter. Mais, mon collègue à ma droite présentera aussi celle par la GFIP. Donc la prépa apprentissage, c'est un dispositif national. Donc nous, au niveau de la chambre de métier et de son consortium, on accueille le public de 16 à 29 ans. Le public qui est le plus en difficulté, le sortant du collège, le décrocheur du lycée. On va retrouver des jeunes qui sont mis à l'emploi, enfin des NEET en fait, hein, des qui en emploi et en formation avec un niveau de qualification faible ou inexistant. Et on prend jusqu'au niveau bac. L'accompagnement prépa apprentissage, chez nous, on propose 2 types de parcours. Donc un parcours court qui s'étale de 35 heures à 129 heures. Qui se nomme donc Prêt pour l'emploi. Et on a un parcours long qui s'appelle Accompagnement vers l'emploi. Et là, on va jusqu'à 6 mois de formation maximum. Sur ces 2 parcours qu'on propose, donc sur la prépa apprentissage, l'objectif vraiment de la prépa, c'est de préparer mieux les jeunes en fait, en leur personnalisant leur parcours de formation. Et on les guide vers l'entrée en apprentissage en levant les freins périphériques qu'ils peuvent rencontrer. Et surtout, c'est de sécuriser leur parcours de formation. Donc, dans nos 2 parcours, on propose 8 modules de formation. Donc, il y a un module 1 qui est obligatoire et commun à tous les parcours, qui est la construction du projet professionnel, qui passe aussi par des immersions en labo ou en plateau technique, grâce au consortium aussi, c'est qu'il y a de nombreuses possibilités. On ne teste pas que les métiers de l'artisanat dans notre prépa apprentissage. Il y a aussi des modules sur la maîtrise des savoirs de base, donc un module en français, un module en mathématiques, où là on est clairement sur la mise en application des notions qui vont être demandées en fait par rapport aux futurs diplômes préparés. Voilà. C'est vraiment des mathématiques et du français appliqué au métier. On a aussi un module donc découverte du monde de l'entreprise, parce qu'on se rend bien compte que les jeunes qu'on a sur la prépa apprentissage ont quand même beaucoup de difficultés avec le monde de l'entreprise. Ils ne le connaissent pas, très peu, parfois mal, parfois par rapport à des entendus chez les parents, dans les familles, chez les proches, et les images qui sont véhiculées qui sont quand même très fausses. Et c'est un module qui est important pour ces jeunes-là, qui n'est pas obligatoire, mais quand même, il est quasiment tout le temps proposé, j'ai envie de dire. On a un module immersion en CFA et en entreprise, donc ça c'est le module 5, et celui-ci, il est tout le temps proposé, puisque ça nous permet de valider les projets professionnels. Un module de technique de recherche d'emploi où on va revoir les entretiens d'embauche, le CV, la lettre de motivation, etc. On va se présenter. Et puis on a 2 derniers modules. Le 7e, c'est un module qui est sur la préparation aux entretiens d'embauche, sur la levée des freins périphériques, donc tout ce qui est mobilité, l'hébergement, la partie budget, etc., qui est en lien avec les intervenants sociaux, dont Christophe a parlé. Et le dernier module qui n'est pas indiqué, c'est un module spécial pour les mineurs. Donc c'est un module d'accompagnement des mineurs avec leurs parents. C'est vraiment pour sensibiliser les parents au parcours de leur enfant sur la prépa et sur leur devenir à la chambre de métier et dans les partenaires de notre consortium. Il y a une organisation pour la prépa apprentissage, c'est qu'on propose une entrée et une sortie permanente. Donc tout jeune qui souhaite intégrer la prépa apprentissage peut le faire quand il veut. On n'a pas de prescription préalable, c'est-à-dire que tout jeune peut se présenter, soit avec ses parents ou avec un éducateur, sans souci. Un accompagnement qui est personnalisé avec un parcours qui est fait à la carte, suite à un test de positionnement qui est fait au démarrage du parcours. C'est aussi un dispositif qui est rémunéré pour les jeunes, donc qui permet parfois de lever des difficultés, notamment au niveau du transport ou de l'équipement des protections individuelles de sécurité.
qui sont demandés dans les établissements. Et puis, voilà, il y a quand même un consortium qui est dit, je voulais la rappeler. Parce que, voilà. Merci Laura. Je propose qu'on passe la parole au Télécom Pascal de France. Et bonjour, peut-être un propos introductif très court sur le fait que la GFIP, bien sûr, organise des préparateurs à l'apprentissage, mais propose tout un panel d'outils et dispositifs sur la préparation, l'accompagnement, la préparation vers le contrat en alternance, la sécurisation du contrat en alternance, l'accès au contrat durable et le maintien en emploi caché. Là, on parle d'un petit outil que parlera éventuellement plus tard aussi d'autres dispositifs. Donc, sur nos préparatoires à l'alternance, elles sont finalement très proches de ce que fait la Chambre des métiers. Le but, c'est toujours le même, c'est d'accéder à l'emploi. On a quand même une différence importante, c'est que l'apprentissage, pour parler d'apprentissage, c'est une mesure qui permet d'accéder, de sécuriser l'accès à l'emploi classique, le premier emploi pour les jeunes. Chez les publics handicapés, on a aussi un deuxième type de situation où on a des gens qui ont un handicap qui arrivent en cours de vie pour lequel la question de leur conversion est forcée se pose. Et on a la chance d'avoir en France la possibilité de faire des contrats d'apprentissage, quel que soit son âge, quand on est recruteur handicapé. Donc nos préparateurs à l'apprentissage s'adressent à l'ensemble des personnes en situation de handicap de 16 à 77 ans, plus presque. On s'adresse aux jeunes qui sont scolarisés éventuellement, ULIS, Pro, etc. On s'adresse aussi aux personnes qui sont accompagnées dans le cadre du service public de l'emploi. Donc, nous, on a plutôt, on est toujours sur une logique de prescription, puisque on vérifie que c'est le référent qui va vérifier que la personne a besoin d'un accompagnement. Une autre petite différence peut-être avec la Chambre des métiers, c'est qu'on a deux types de préparatoires. Un type qui est plutôt axé sur le travail sur le projet. C'est des actions qui sont relativement longues, qui durent 4, 5, 6 mois, et qui sont là cadencées, qui ne sont pas en ressorties permanentes, c'est encore une différence. Et on va travailler avec souvent des jeunes, c'est obligatoire, en tout cas avec des gens qui n'ont pas un projet précis encore, sur lesquels ils doivent travailler. Il faut l'élaborer pour voir s'ils sont capables et sur quel métier ils peuvent aller en milieu de travail, ce qu'on appelle milieu de travail sur les entreprises, classique, privé ou public. Et on a un deuxième type d'action préparatoire à l'alternance qui s'adresse donc du coup plutôt à des adultes, à des gens qui ont déjà un vécu professionnel et pour lesquels la question elle est plus d'aller sur les techniques de recherche d'emploi classiques et travailler sur ça. Vous voyez, il y a deux solutions pour l'apprentissage et peut-être une troisième. Je vais laisser un petit temps à Laurent Bossu du CFA à Pro, qui est aussi un dispositif d'apprentissage pour les personnes scolaires. Oui, bonjour à tous. Laurent Bossu, directeur du CFA Relais Avenir Pro. On a effectivement un dispositif prépa qui est un peu atypique, mais comme Avenir Pro en général. Il y en a combien? J'ai bien fait d'attendre. Donc notre dispositif préparatoire. Notre dispositif prépa-apprentissage s'adresse uniquement à du public scolarisé, puisque le projet était de combler les trous dans la raquette suite aux différentes actions de partenariat qu'on avait menées avec l'Éducation nationale. Et donc, par rapport au retour de terrain qu'on avait, notamment sur la prospection d'entreprise, notamment sur la levée des freins, il nous apparaissait important d'apporter un complément et un outillage spécifique pour les élèves en situation de handicap qui souhaitaient s'orienter vers un parcours en alternance. Voilà, donc on a une prépa qui est organisée autour d'accompagnement individuel sur 3 volets spécifiques. Premier volet, découverte de l'entreprise, validation d'un projet professionnel et négociation d'un contrat d'apprentissage. Deuxième volet, l'entrée en formation avec des immersions au CFA et un travail en amont avec le coordonnateur du LIS pour préparer
je dirais, les apprentissages spécifiques liés au référentiel du diplôme. Et puis un troisième volet autour de la levée des freins à l'entrée en apprentissage, où on va travailler la mobilité, les démarches administratives, notamment par rapport à la demande de la reconnaissance de travailleurs handicapés, qui est aujourd'hui le sésame pour bénéficier de la majoration du contrat. Voilà. Très bien, merci. Alors, nous avons deux questions déjà. Une première question, le pré-apprentissage accompagné les personnes en situation de handicap avec des équipements adaptés. Qui veut répondre? Alors, si je peux me permettre, sur l'appel d'offres national autour de la prépa apprentissage, en fait, qui répond au PIC, donc au plan d'investissement dans les compétences, avait dans son cahier des charges 3 publics cibles, dont les publics en situation de handicap. Donc potentiellement, chaque opérateur doit être en mesure d'accueillir des personnes en situation de handicap dans un dispositif. Alors, on peut peut-être compléter. Oui. Au niveau de la chambre de métier, dès l'instant où un jeune est accompagné par un animateur prépa pour le premier rendez-vous, dès l'instant où on sait que ce jeune est un jeune sur une situation de handicap, le lien sera fait directement avec l'intervenant social qui assistera au rendez-vous et qui accompagnera aussi durant tout son parcours de prépa-apprentissage cette personne. Je vous remercie. Alors, vous voyez, on va clôturer cette première phase de notre exposé lié à l'orientation. Alors, ce qu'on peut retirer, c'est que les solutions d'alternance, c'est pour tout le monde, quel que soit votre âge, on l'a bien cité, et quelle que soit votre situation. Vous avez vu aussi que nous avons, avec l'ensemble des partenaires, la possibilité, effectivement, de vous faire découvrir un spectre très large de métiers dans des entreprises très différentes. Charlotte montrait des très grandes entreprises, et puis Christophe citait des toutes petites entreprises artisanales. Donc c'est important, n'hésitez pas, venez découvrir nos métiers. Vous avez vu qu'il y a pléthore d'outils, c'est ce que rappelait Yvan Talpa tout à l'heure. Et ce qui est important, c'est effectivement l'ensemble de nos partenaires puissent travailler ensemble pour vous orienter vers les bonnes solutions. Et enfin, vous voyez que vous avez le temps de conforter aussi votre projet. Il existe un ensemble de dispositifs de prépa-apprentissage qui permet en fait de préparer votre orientation. Alors une fois que vous avez défini votre orientation, on passe à la phase d'accompagnement et je vais laisser maintenant la parole aux spécialistes de l'accompagnement. J'en suis venue à l'alternance parce que j'ai dû faire une reconversion professionnelle suite à mes études, car je suis tombée malade pendant mes études, le jour du bac précisément. Donc suite à ça, j'étais 1 an à l'hôpital, donc mes études supérieures ont forcément été annulées. Donc de là, je suis partie sur la reconversion professionnelle. Les personnes en situation de handicap pendant tout leur parcours professionnel jusqu'à l'emploi et sur la partie maintien également. Donc au niveau du Cap Emploi, sur un premier temps, on établit un diagnostic de la personne qu'on reçoit sur un entretien, c'est-à-dire qu'on évalue certains critères. Donc on évalue les critères d'autonomie, on évalue des critères par rapport à l'emploi et l'éloignement par rapport à l'emploi et par rapport à la situation de la personne. Nous évaluons également la compensation par rapport à leur pathologie et leurs problématiques de santé. Et on évalue également le rétablissement, c'est-à-dire l'acceptation ou le déni que la personne peut avoir par rapport à sa problématique de santé. Donc quand le diagnostic est bien posé avec la conseillère, on entame un parcours sur du projet professionnel et sur la validation de projet. Donc ça veut dire qu'on passe par des prestations d'appui spécifiques pour chaque typologie de handicap. Donc chaque personne qui va être accompagnée par le Cap Emploi va bénéficier d'une expertise avec le service pour une pathologie bien donnée. Donc ça va nous permettre, par rapport à certaines typologies de handicap, de pouvoir bien comprendre les restrictions des personnes et pouvoir les amener à élaborer et à valider leurs projets de manière un peu plus concrète.
Également, dans l'élaboration du projet et la validation, on va sécuriser leur parcours professionnel par le biais d'immersion en entreprise. Donc, quand le projet est dégagé et validé, on peut faire des immersions en entreprise par le biais de périodes d'immersion et également par une analyse des capacités, c'est-à-dire par une visite médicale. Donc, tout doit être sécurisé quand la personne a dégagé son projet professionnel. Ensuite, ce qui peut être très intéressant, c'est de passer justement après par le biais de l'alternance, où alors certains projets ne nécessitent pas forcément le passage par la formation, mais on les incite fortement à passer par le biais de l'alternance. Donc moi, j'ai eu le cas récemment sur une personne qui a intégré le CFA sur un CAP boulanger et tout a été mis en place sur tout ce qui était modalité de compensation pendant toute sa formation. Donc aussi bien sur l'aide humaine, sur de l'aide matérielle. Donc cette personne a obtenu son diplôme et aujourd'hui, je l'accompagne toujours et est toujours sur de la recherche d'emploi. Donc voilà. Et ensuite, on amène également les personnes vers l'emploi, que ce soit de l'alternance ou autre. Et on peut également adapter avec le service maintien au niveau de l'emploi. On peut essayer d'adapter, d'aménager les postes de travail pour les personnes. Donc il y a aussi du coaching derrière, c'est-à-dire qu'on les accompagne dans leur projet, dans la formation, dans l'emploi, c'est-à-dire qu'il y a une continuité derrière. Voilà. Merci beaucoup Sylvie. Avant de passer la parole à Audrey, je propose une deuxième séquence d'émotions qui servira de support à Audrey. J'en suis venue à l'alternance parce que j'ai dû faire une reconversion professionnelle suite à mes études, car je suis tombée malade pendant mes études, le jour du bac précisément. Donc suite à ça, j'étais 1 an à l'hôpital, donc mes études supérieures ont forcément été annulées. Donc de là, je suis partie sur la reconversion professionnelle, on va dire. Donc j'ai fait de longues recherches d'emploi et j'ai finalement trouvé ma voie en voulant faire de la fleuristerie. Alors en arrivant ici au CFA, j'ai été accompagnée par Christophe Minol. Donc il m'a orientée par rapport aux aménagements dont je pouvais avoir besoin durant les examens, durant le CAP, tout ça. Et ensuite j'ai eu un relais du coup avec Cap Emploi pour tout ce qui est la partie entreprise. Je suis le premier interlocuteur, donc l'objectif essentiellement d'intervenir avant l'arrivée en CFA, de manière à connaître la personne en situation de handicap et de pouvoir déterminer ses besoins de compensation, les adaptations qu'il sera nécessaire de mettre en place et si possible de faire tout de suite le lien avec les partenaires de l'emploi, donc le Cap Emploi, pour que cet accompagnement se prolonge grâce au Cap Emploi en entreprise. Alors l'accompagnement s'est passé positivement. Nous avons, on s'est mis autour d'une table, on en a échangé, discuté pour accompagner Margot au mieux, donc en CFA avec Christophe et moi côté entreprise. Lors d'un rendez-vous avec l'employeur, sensibilisation du handicap auprès de l'employeur, la mobilisation des aides de l'alternance à l'alternance de la GFIP et également le maintien dans l'emploi via la médecine du travail. C'est l'équipe pédagogique qui m'a informé de l'arrivée de Margot quand ils l'ont eu en cours, en atelier professionnel. Et de là, une info m'arrive et tout de suite, j'interviens. À l'époque, j'étais donc intervenant social et j'étais chargé de l'accompagnement social du handicap des personnes qui éprouvaient des problématiques différentes. Comme la fleuristerie devenait très difficile physiquement et psychologiquement, j'ai décidé d'arrêter après mon CAP. Et donc j'ai refait une reconversion professionnelle et là pour le coup j'ai trouvé la formation de BPGEPS en animation sociale. Donc je suis actuellement animatrice stagiaire dans un centre social et dans mon centre social avec mon public senior, je mets en place des activités florales où je leur apprends à faire des compositions piquées, des bouquets et je mélange avec des adolescents. Je fais de l'intergénérationnel pour apprendre mon ancien métier et elles sont super contentes. Elle a persévéré, elle a eu son CAP et après, elle s'est réorientée. L'intégration réussie, après celui de Maxime. Je vais passer tout de suite la parole à Audrey et Christophe pour nous expliquer comment ils sont accompagnés
Margot dans son parcours. Alors bonjour à tous, merci pour cette invitation et beau partenariat depuis le début de la séance. Moi je suis conseillère parcours, je suis côté entreprise, donc j'accompagne après le parcours de Céline, après je reçois les personnes en coaching emploi et je prospecte les entreprises pour sensibiliser les employeurs sur le champ du handicap, notamment par rapport à leur obligation ou les entreprises qui n'ont pas d'obligation mais qui embauchent du public en situation de handicap. Et également l'accompagnement sur l'alternance et la mobilisation des aides de la GFIP pour les employeurs. Et également le relais avec le maintien dans l'emploi s'il y a des aménagements de poste. Donc le témoignage de Margot est prégnant et c'est notre quotidien à tous, à longueur d'année, pas que pour cette semaine, mais le travail du handicap, c'est à longueur d'année. On est tous autour d'une table pour la personne et pour l'employeur. Merci beaucoup. Nous allons maintenant aller un peu sur des accompagnements un peu plus spécifiques et je vais laisser la parole tout de suite à Laurent Boussu, directeur du CFA Avenir Pro, et Christophe Minol, référent handicap de la Chambre des métiers qui vont être intervenus. Merci. Donc, concernant l'accompagnement qui a été mis en place par Margot au niveau du centre de formation, on lui a octroyé une place réservée pour son véhicule, qui était situé juste devant l'emplacement du laboratoire d'influencerie et des salles de cours qui étaient à l'intérieur. On a veillé également à ce que les différentes matières se succèdent au sein de ce même bâtiment, pour lui éviter de voyager entre les différents bâtiments. Ensuite, elle a bénéficié d'aménagements d'examen, avec tir-temps à l'examen. Et en fait, il n'y a pas eu vraiment énormément de choses mises en place, contrairement à si je prends l'exemple d'une typologie qui est sur la typologie cognitive, où là, on va aller un peu plus loin. Là, sur Margot, en fait, tout s'est déroulé très très bien. On avait un rendez-vous quasi tous les mois, tous les 2 mois, sur chaque semaine de cours, où on faisait un point sur sa formation. Est-ce que ça se passait bien, s'il y avait des difficultés. Et tous les 2 mois, 3 mois, un point régulier, donc avec le cap emploi également, de manière à faire un point trimestriel sur le volet, cette fois-ci, entreprise. Donc, voilà concernant Margot ce qui a été mis en place. Mais je vais laisser la parole à Laurent Bossu, parce qu'il existe notamment un accompagnement complémentaire du CFA Relais qui vient s'ajouter à ce qui est déjà mis en place au sein de nos antennes de formation. Merci. Donc, une présentation rapide du CFA Relais. Le CFA Relais est, comme je vous disais tout à l'heure, une structure un peu atypique qui vient vraiment en... C'est le mot atypique. On va arrêter. C'est bon. Donc, je ne sais pas si je peux le répéter. Donc, une structure atypique, puisqu'on y a en accompagnement. On est au cœur de la centrale et on essaye d'apporter des appuis spécifiques, un accompagnement individualisé dans toutes les étapes du parcours de l'apprenti en situation de handicap. Alors d'abord au niveau de l'entreprise, en favorisant de la sensibilisation à destination du maître d'apprentissage, en faisant le lien avec le Cap emploi pour la mobilisation des aides, et puis en assurant un suivi régulier de l'apprenti qui permet vraiment de sécuriser son parcours, de répondre à toutes les questions des employeurs, et puis de mobiliser des aides spécifiques, soit financées par l'extérieur, soit des petits outils
qui vont faciliter la prise de poste au sein de l'entreprise, ou en tout cas l'organisation du poste, voilà, suite à une évaluation qui est faite au sein de l'entreprise. On fait la même chose au CFA, où on vient en appui des équipes pédagogiques sur la sensibilisation. On sollicite les aménagements d'examen dès lors qu'il y a des besoins qui sont identifiés et on assure un suivi. Alors si je prends le cas particulier de la Chambre des métiers et de l'antenne d'Arras, on a des rencontres qui sont complètement institutionnalisées, des temps d'échange réguliers, où on balaye la situation de l'ensemble des apprentis qui sont accueillis par le CFA Relais et on fait un point régulier avec les formateurs autour d'actions spécifiques comme des sensibilisations sur certaines typologies du handicap. On participe aussi au conseil de section pour là aussi répondre à toutes les interrogations que pourrait se poser l'équipe pédagogique. Et puis, parce qu'on est dans le champ du handicap et parce qu'on est sur du public un peu spécifique, on a aussi développé ce qu'on appelle, nous, l'accompagnement périphérique, qui est des interventions visant à sécuriser le parcours de la personne en dehors de l'entreprise et du CFA, sur véritablement ce qui est notre cœur de métier et l'accompagnement au handicap, autour de problématiques comme la mobilité, l'accès au logement, la gestion budgétaire, ou toutes les démarches administratives qui nécessiteraient un petit accompagnement, un petit coup de pouce de la part de l'apprenti. Voilà, globalement, l'accompagnement du CFA Relais, on n'a pas la prétention de se substituer au CFA, c'est bien un gros travail partenarial qu'on met en place. Le CFA reste porteur de la formation et donc nous on vient vraiment en appui sur le champ du handicap. On organise par exemple les visites aux entreprises, on essaye de les organiser conjointement avec le CFA et donc voilà, on s'inscrit vraiment dans cette dynamique-là, une dynamique qui devrait se concrétiser aussi par une convention globale de partenariat, parce qu'on souhaite vraiment s'engager dans cette démarche auprès de la Chambre des métiers. Le message est très fort, hein. C'est un message qui valorise très fortement la coopération. Hein. On a vu la complémentarité des interventions entre Cap Emploi et la Chambre des métiers, entre le CFA Relais et puis aussi la GFIP, la Chambre des métiers. Le CFA Relais a été travaillé aussi avec le COEP. On voit bien que toute la richesse de l'accompagnement et de cette démarche partenariale, c'est la complémentarité des interventions qui viennent accompagner, qui se coordonnent autour de la personne en situation de handicap. Alors j'ai déjà à ce stade-là une nouvelle question. On parle beaucoup d'outils, on voit que ce sont des accompagnements qui sont très structurés, hein, pour nous présenter des accompagnements très outillés. Alors la question qui vient, c'est combien de temps en moyenne dure l'accompagnement d'une personne en situation de handicap? Et là, notamment, la question s'adresse à Cap Emploi. Alors, l'accompagnement dure jusqu'au retour à l'emploi et le maintien dans l'emploi. Donc, de l'accompagnement, du diagnostic jusqu'au retour. Donc, il n'y a pas de durée, de limite dans le temps. Si vous êtes, si vous changez d'entreprise à un certain moment de votre carrière professionnelle, vous n'hésitez pas à nous recontacter pour avoir un nouvel accompagnement dans une autre entreprise. Je crois que c'est aussi le deuxième message fort, hein, sur ce volet accompagnement, c'est que chaque situation est vraiment spécifique. Et toute l'intelligence du dispositif et du partenariat, c'est de pouvoir effectivement proposer le bon accompagnement pour chaque situation spécifique. Je vais à présent passer la parole à Pascal Legrand sur un autre dispositif d'accompagnement spécifique, donc pour l'AGFIP. Oui, M. Joret faisait référence dans son introduction à la loi sur l'apprentissage qui crée les nouvelles obligations et de responsabilités pour le CFA. Et on sait que, à la GFIP en tout cas, on sait que
la compensation du handicap, c'est parfois quelque chose de compliqué, que c'est l'appréhension de ces questions par le référent du CFA n'est pas toujours simple non plus. Et on a souhaité aider ces référents. Alors, les référents handicap des CFA, mais plus généralement d'ailleurs les référents handicap des organismes de formation, à prendre en charge cette complexité. Donc on a mis en place dans toutes les régions en France, il y en a une en Haute-France, une structure qui s'appelle la ressource handicap formation. Excusez-moi. Donc qui a deux missions essentiellement. La première, c'est de former et d'informer tout simplement les OF et les CFA sur ce que c'est que le handicap, sur ce que c'est que la compensation du handicap, sur les typologies, enfin, voilà, plein de choses comme ça. Et puis aussi une deuxième mission importante qui est de donner des conseils, de proposer l'orientation sur des outils, sur des dispositifs qui peuvent aider le référent à mettre en place la compensation pendant le parcours de formation. Et donc, vous avez dans le PowerPoint l'adresse à laquelle vous pouvez contacter cette ressource en formation. On a aussi un deuxième, on a fait le choix de vous proposer aussi un focus sur un deuxième outil qui s'appelle donc le fonds d'équipement. Ça répond d'ailleurs à une question qui avait été posée tout à l'heure par une personne qui demandait comment on faisait pour la compensation matérielle du handicap en CFA. C'est un peu la même logique que la ressource handicap formation, c'est-à-dire qu'on a souhaité se faire reposer ces questions sur un expert, en l'occurrence Anne-Pro, qui a une structure atypique, mais qui a une expertise. Soyez pas en fait, l'idée elle est vraiment simple, hein, c'est de réaliser un diagnostic du besoin en matière de compensation matérielle du handicap. Alors, encore une petite aparté, je suis désolé. La compensation, elle est matérielle, mais elle peut être aussi sur d'autres aspects. Elle peut être pédagogique, etc. Mais on ne va pas aujourd'hui pouvoir parler de tout. Donc là, on va parler de la compensation matérielle du handicap. Donc, un diagnostic sur le besoin. La structure va aller, je vais laisser après le grand bossu en parler, parce que évidemment, nous, on a dans cette matière que le rôle ingrat des financeurs. C'est eux qui assument la complexité des situations. Et donc, c'est une structure c'est un dispositif qui fonctionne de façon un peu collégiale, hein, puisqu'il y a l'ADEPRO qui présente les situations, et les partenaires qui sont le conseil régional, la GFIP, le fonds d'insertion dans la fonction publique, et l'État, qui vont donner un avis. Et ensuite, le principe, c'est que le matériel va être loué, mis à disposition de l'organisme de formation du CFA, pas de la personne, et récupéré à la fin de la formation. Donc, je laisse Laurent donner quelques exemples. Merci. Alors, très concrètement, ça se passe comment? Si je prends le cas de Camille qui nous sera présenté par la suite, Camille, il y a eu une intervention du Cap emploi en entreprise qui a identifié des besoins. Il se trouve que Camille présente des troubles cognitifs et quand on l'a rencontrée, puisqu'elle rencontrait aussi des difficultés au CFA, elle nous expliquait qu'elle avait une compensation, elle nous expliquait en fait que quand elle était au CFA, elle prenait des notes, qu'elle était la seule à pouvoir lire. Donc quand elle rentrait à la maison, elle les lisait à sa maman qui les recopiait. Et pour s'approprier le cours, parce qu'elle devait passer par l'écrit, elle recopiait le cours que sa maman avait copié le soir. Et donc, elle nous expliquait qu'arrivée en fin de période de CFA de sa vie, elle était complètement épuisée. C'est ce genre de situation qui permet de mobiliser le fonds d'équipement, puisqu'elle a pu bénéficier d'un dictaphone qui lui évitait de passer par la case maman, qui commençait elle aussi à s'épuiser, et puis d'un stylet lecteur qui lui permettait de ne pas être confronté à le déchiffrage d'un écrit qui lui prenait parfois beaucoup de temps. Et donc, comme on le sait, la double tâche, quand on présente des troubles 10, c'est parfois compliqué.
Et donc, si on peut éviter de passer du temps sur le déchiffrage et d'aller directement sur la compréhension de l'écrit, c'est beaucoup plus facile. Et c'est le stylet qui permettait de chanter cette étape qui n'était pas forcément essentielle dans la compréhension du cours. Voilà, un type d'exemple. Il y en a plein d'autres. Le fonds d'équipement mobilise beaucoup de moyens, notamment autour de, puisque Pascal l'évoquait, l'entrée en formation des personnes en situation de handicap relève parfois d'un parcours de reconversion professionnelle avec des problématiques plutôt physiques. Et donc le fonds d'équipement mobilise aussi beaucoup de moyens pour mettre à disposition par exemple des sièges ergonomiques en CFA ou en organisme de formation pour permettre à des personnes de pouvoir rester en formation sur une durée plus longue, rester assis 3 heures consécutives ou 2 heures consécutives, c'est parfois très compliqué quand on est en situation de handicap. Et donc voilà, c'est vraiment à ça que sert le fonds. Repréciser quand même le cadre d'intervention du FDH. On est bien sur une compensation individuelle de la situation de formation. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller compenser l'accessibilité, par exemple. Ça reste de la responsabilité de l'organisme de formation ou du CFA. Et on est bien sur une compensation de la situation de formation. Ça veut dire qu'on peut avoir des compensations en entreprise, on peut avoir du matériel adapté, par exemple un niveau sonore, si on est dans le bâtiment et qu'on présente par exemple une déficience visuelle, en formation, on mettra plus particulièrement par exemple un agrandisseur, parce que ça va faciliter la lecture des cours. Voilà. Voilà, donc les acteurs et beaucoup d'outils pour accompagner cette phase d'accompagnement. Donc je regarde aussi le timing, je vois qu'on est un petit peu en dérapage. Alors c'est tout ça très intéressant. Je propose tout de suite de basculer sur la phase la dernière phase, la phase d'intégration durable dans l'emploi. Et je vais juste passer la parole à Cléo, de la LAF, avec avant de basculer sur un nouveau témoignage sur séquence de logement de fait. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Donc Cléo Gorin, je suis la responsable régionale de l'Association nationale des apprentis de France. Je remercie la CMA pour cette belle invitation. Je présente rapidement cette association. C'est une association nationale qui a pour vocation de représenter les apprentis au niveau notamment des pouvoirs publics et de défendre leurs intérêts, de les accompagner tout au long de leur parcours pour les futurs apprentis et les apprentis, et enfin de valoriser et promouvoir l'apprentissage et notamment travailler sur la question du handicap. Un outil très intéressant et important que je voulais porter à votre attention, c'est l'outil sosapprenti.fr. C'est en fait une plateforme d'aide mise en œuvre par l'ANAF. L'idée, c'est d'avoir plusieurs articles sur différents sujets, différentes thématiques pour répondre à vos questionnements tout au long de votre parcours ou pour votre entrée en formation en apprentissage. Mais c'est aussi un chat en ligne où en fait on vient répondre à toutes les questions individuellement. Ça peut être anonyme évidemment sur le parcours en apprentissage. Et donc on répond évidemment à toutes questions qui pourraient se poser sur le champ de l'apprentissage, du handicap et de l'apprentissage. Un nouvel outil qu'on vient de mettre en place qui s'appelle la formation droit, devoir et posture professionnelle. Cette formation va être distribuée dans un premier temps à nos partenaires et aux CFA adhérents et aux prépa apprentissage. L'idée, c'est de venir accompagner, informer et former les jeunes sur leurs droits, ce qui implique les devoirs du CFA et de l'entreprise, leurs devoirs en tant qu'apprentis et salariés et leur posture professionnelle. On a évidemment intégré la thématique du handicap et la question de la santé-sécurité au travail. Je ne vais pas me pencher plus sur le sujet. Je tends les slides, excusez-moi. Je respecte le timing, mais il me faut mon appui. Une autre action qu'on a souhaité développer cette année, qui va arriver vraiment de manière opérationnelle en Hauts-de-France, c'est le mentorat de l'apprentissage. Donc, comme son nom l'indique, on vient mentorer des futurs apprentis et des apprentis tout au long de leur parcours. Ce qui est intéressant, c'est que des apprentis de plus de 21 ans peuvent devenir mentors
de futurs apprentis. Donc il y a vraiment un échange de pair à pair et ça s'adresse de toute évidence à des personnes en situation de handicap si elles souhaitent être mentorées ou devenir mentors. On les accompagne en ce sens et on a développé un site internet qui s'appelle mentorat-apprentissage.fr. Alors il est un peu croqué en bas, mais si vous cherchez mentorat de l'apprentissage, vous devrez le trouver très facilement. Et enfin, voilà, je souhaitais présenter dans le cadre du partenariat qu'on mène depuis plus d'1 an avec l'AGFIP, une plaquette qui a été faite cette année à destination des futurs apprentis, jeunes ou moins jeunes. L'idée, c'est de refaire un petit état des lieux sur ce que c'est que l'apprentissage, des dispositifs existants et un petit peu aussi sur comment ça se passe le parcours, par quoi il faut qu'on passe, donc passer notamment par un référent handicap, avoir une prescription, être accompagné dans le cadre d'une prépa apprentissage, etc., avec tous les interlocuteurs que l'on peut contacter tout au long de son parcours. Donc je souhaitais souligner ce partenariat, remercier encore l'AGFIP pour la confiance qu'il porte auprès de la NAF et puis de cette belle collaboration. Cette plaquette peut être disponible, vous pouvez nous contacter auprès de la NAF, même la CMA y a accès, donc vous pouvez évidemment en bénéficier. Et je vous invite vraiment à vous en saisir et à la distribuer puisqu'elle fait sens et elle fonctionne en plus très bien. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Cléo. Est-ce que Pascal Legrand veut rajouter un petit mot? Donc moi j'ai une autre question sur la... Pas forcément. Non, mais je suis comme Cléo, je ne peux que me féliciter de ce partenariat. J'ai une petite question sur le fonds que vous avez évoqué avec Laurent Bossu. Est-ce que ce fonds est aussi accessible à des associations futures autres que CFA qui accompagnent des demandeurs d'emploi? Alors, comme le disait Laurent, on est bien sur des gens qui sont en situation de formation. Donc, ça suit de stagiaires à professionnels ou apprentis. On a d'autres modalités d'intervention pour les gens qui sont notamment en entreprise, où là, on peut aménager des postes de travail, ça pose aucun souci. Sur cette situation-là particulière, je ne sais pas répondre sans plus de précision. Si je peux juste me permettre, en tout cas, les associations peuvent évidemment embaucher les apprentis. Elles sont amenées à le faire, je vous invite à le faire. Évidemment aussi des personnes en situation de handicap, elles peuvent être accompagnées. Et la NAF peut être aussi relais pour informer et accompagner dans ce cadre-là. Voilà, juste pour compléter les propos très justes à l'instant tenu, dire qu'effectivement, là, on parle bien des situations formatives. Et donc, l'intervention du fonds relève des situations formatives. S'agissant des autres situations, et notamment des situations d'emploi et de travail, il existe d'autres dispositifs. On peut mobiliser des études ergonomiques, on peut mobiliser des prestations spécifiques, on peut mobiliser des aménagements de poste. Alors voilà, tout cela existe également dans le registre de l'entreprise, et je dirais même plus largement de l'employeur, puisque le fonds public également permet des aménagements de situation de travail des agents de la fonction publique. Encore un bel exemple de complémentarité entre les partenaires, et vous voyez, tout est possible. Il y a vraiment de multiples solutions pour répondre à tous les cas spécifiques. Nous allons maintenant basculer directement dans l'orientation avec un troisième témoignage, celui qui était annoncé par Laurent Bossu. Nous allons suivre maintenant le parcours de Camille en CAP d'Ortin. Bonjour, je suis Laurence Delbar, intervenante sociale antenne formation d'Arras. Suite à une information du secrétariat concernant l'enregistrement d'un contrat TH, je suis intervenue pour Camille. J'ai donc pris contact dans un premier temps avec les responsables légaux et nous avons fixé un rendez-vous qui s'est avéré être le premier jour de sa formation. J'ai donc rencontré Camille, son père et sa mère. Nous avons fait un point sur ses difficultés et avons visité le CFA afin que Camille se sente à l'aise dans sa formation. Après avoir rencontré Camille, j'ai donc décidé d'interpeller l'équipe pédagogique pour leur expliquer les difficultés de Camille au niveau de l'apprentissage. Quelques semaines, quelques mois plus tard, l'équipe pédagogique est aussi revenue vers moi pour me faire part des difficultés de Camille dans l'enseignement général comme dans l'enseignement professionnel. Il a semblé nécessaire, au vu des difficultés de Camille, de pouvoir lui fournir un accompagnement complémentaire,
qui a été possible avec le CFA Relais que nous avons interpellé dans le courant du mois de mars 2021. Bonjour, je suis Méline de Brenel, je suis chargée de mission maintien au sein du Cap Emploi du Pas-de-Calais Centre. Le service maintien du Cap Emploi accompagne les agents, les salariés, les travailleurs indépendants et leurs employeurs dans le cadre de projets d'aménagement, de maintien en emploi, de reclassement ou de transition professionnelle. Lors de la visite d'embauche, le docteur Delay, le médecin du travail, rencontre Camille et vient visiter son poste. Au regard de la situation et avec l'accord de l'employeur, elle décide de nous solliciter. Suite à la sollicitation du docteur Delay, le médecin du travail, nous avons pris contact avec les acteurs de la situation pour appréhender la situation. Nous leur avons également proposé une rencontre sur le lieu de travail afin d'échanger sur l'activité de la structure, les missions de Camille, les contraintes rencontrées et évaluer dans quelle mesure nous pourrions les accompagner. Je suis gérante du magasin La Violette d'Anvin, donc je suis fleuriste. L'année dernière, j'ai décidé d'accueillir une apprentie au magasin. Ça fait 5 ans que je suis installée et j'ai trouvé vraiment que j'avais besoin d'un coup de main. Donc j'ai rencontré Camille lors de plusieurs stages qu'elle a effectués ici au magasin. Ça a plutôt collé entre nous et puis ensuite ça s'est fait naturellement. Voilà. Elle m'avait parlé de son petit truc en plus. Franchement, on s'est adaptés toutes les deux, on a appris à se connaître. C'est pourquoi, madame? Bonjour, c'est pour retirer un colis s'il vous plaît. Vous avez le code de retard? Alors, 33, 55, 78. 33, 55, 78. Votre nom? Une petite signature, s'il vous plaît. C'est bon pour moi. Merci madame. Bonjour. Je peux vous aider? Tiens ma commande. Oui, vous me rappelez le nom, monsieur? Voici. Ça vous convient, monsieur? Très très bien. Merci. Bonne journée. Nous avons pu constater deux contraintes. L'une lors de la rédaction de mots à la demande des clients, raison pour laquelle Camille a elle-même trouvé une solution puisqu'elle a mis en place un cahier avec une police d'orthographe et une taille d'orthographe qui lui conviennent mieux. L'autre contrainte était la réception des colis et la livraison des colis puisqu'elle devait lire le nom des clients et parfois certains noms se ressemblent, ce qui entraînait des difficultés, raison pour laquelle nous avons mis en place un stylo lecteur. En parallèle de notre accompagnement, un relais a été fait vers un dispositif spécifique pour maintenir et sécuriser le projet professionnel de Camille. L'équipe pédagogique fait un travail considérable auprès de chaque apprenti comme Camille ayant un handicap en adaptant leur pédagogie dans tous les domaines de l'enseignement. Le contexte professionnel bienveillant, aussi bien l'employeur que les clients, a permis à Camille de prendre confiance en elle et de développer des stratégies de compensation. Ensemble, on a fait de beaux progrès. Et aujourd'hui, je suis certaine qu'elle est prête à aller vraiment très loin. De remède de Cap Emploi est avec nous aujourd'hui, chargée de mission. Méline, vous allez peut-être nous repréciser ce parcours et qu'est-ce qui a été entrepris pour aider Méline à intégrer durablement l'emploi. Et plus largement, nous expliquer quelles sont les conditions et les leviers d'une intégration réussie, puisque tout l'accompagnement dont nous parlons depuis ce matin a pour objectif l'intégration durable dans l'emploi de la personne en situation de handicap. Et n'oublions pas, dans l'intérêt aussi de l'employeur, qui recherche des profils et des compétences adaptées à ces besoins. Avant de laisser la parole à Méline, je vais faire ma part du job, ça c'est l'accompagnement. Juste pour rappeler que là, on est vraiment sur une particularité, parce que donc, le contrat a été porté par la chambre de métier, donc signature entre l'employeur, l'apprenti
par an. Et ce contrat en cours d'année, donc comme l'a expliqué l'intervenante sociale d'Arras d'ailleurs, suite à des retours au niveau des équipes pédagogiques, il nous a semblé vraiment important de pouvoir demander au CFA Relais un accompagnement complémentaire pour Camille. Alors, ça s'est fait, je dirais, dans la continuité, donc, au retour des équipes pédagogiques sur ces difficultés donc, en atelier pro, en enseignement général. Et parallèlement à cela, suite à une visite médicale, la médecine du travail, donc la médecin de la médecine du travail, a sollicité de son côté le Cap Emploi pour également intervenir. Donc vous voyez sur cet accompagnement, ça s'est fait à distance, mais quasiment dans le même temps. Et tous les acteurs présents aujourd'hui ont été mobilisés à un moment donné sur ce contrat et sur cet accompagnement de Camille. Merci Christophe. On m'entend? Oui. Très bien. Donc je vais revenir sur le contenu de la vidéo, puisque malheureusement le son n'était peut-être pas optimal. Donc je suis Méline de Brenel, je suis chargée de maintien, chargée de mission maintien au sein du service maintien du Cap Emploi. Donc notre service intervient une fois que les personnes ont un contrat, donc qu'elles soient en poste ou en arrêt de travail, c'est important de le souligner. On intervient une fois qu'il y a un contrat et qu'il y a besoin d'un accompagnement à l'intégration, favoriser l'intégration et le maintien en emploi de la personne, que ce soit lors de la recherche de solutions de maintien, des solutions organisationnelles, des solutions matérielles, des solutions financières ou humaines. On accompagne également dans le cadre de projets d'évolution ou de transition professionnelle, qu'elles soient subies ou choisies. L'idée, c'est vraiment de mettre en œuvre, de rechercher, de mettre en œuvre et d'accompagner à la mise en œuvre de solutions pour maintenir durablement la personne en emploi. Lors de notre accompagnement, on tient compte de plusieurs éléments, notamment des besoins et des difficultés de la personne, mais également du contexte de l'entreprise, donc que ce soit le contexte financier, l'organisation de l'entreprise, les prérogatives de l'entreprise, ainsi que les répercussions de la situation de santé, du handicap de la personne sur l'activité. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des restrictions médicales, est-ce qu'il y a une situation de santé qui peut évoluer positivement, négativement, est-ce qu'il y a déjà des idées d'aménagement, des pistes d'aménagement possibles. Donc tous ces éléments-là, nous allons en tenir compte lors de notre accompagnement qui se passe généralement en 3 grandes phases. Une première phase d'analyse de la situation, suite à la sollicitation d'un partenaire, tel que par exemple, comme on l'a vu dans la vidéo, le docteur Delay, le médecin du travail, où on va échanger avec les acteurs par téléphone, mais aussi en face à face lors de la visite de poste. On va accompagner à la mise en œuvre de solutions, puisqu'on va les rechercher et accompagner à la recherche de solutions. On va faire un plan d'action. On va solliciter des prestataires ou des partenaires selon la situation, la complexité de la situation. On a parlé tout à l'heure d'études ergonomiques, de prestations d'appui spécifiques. Ce sont des choses qu'on peut aller chercher au cas par cas selon la situation. On peut essayer du matériel en opportunité, si c'est quelque chose qui n'est pas fait sur mesure et qui est à disposition auprès de fournisseurs du secteur avec qui nous avons l'habitude de travailler. Et on accompagne, suite à la mise en œuvre de la solution, on fait un suivi à 6 mois pour sécuriser l'aménagement, sécuriser le maintien de la personne finalement. Alors, sur cette partie-là, nous avons une question qui est sur l'existence des aides financières. Est-ce qu'il existe des aides pour accompagner l'embauche de l'apprenti, un salarié en situation de handicap? Je vais plutôt laisser la parole à ma collègue. Audrey, alors oui, pour l'embauche des apprentis, alors pour l'entreprise, il y a des aides en fonction de la durée du contrat et du temps de travail sur l'apprentissage ou le contrat de professionnalisation. Donc pendant la durée, après, pour la personne, il n'y a pas d'aide, en tout cas pour l'alternance. Bien. Pascal Legrand et Lucie. Pour compléter les propos d'Audrey, la situation financière de l'entreprise, il existe aussi tout un panel d'aides en matière de compensation. C'est-à-dire que si la personne a besoin, par exemple, d'un tutorat particulier, d'un aménagement de poste, il y a énormément d'aides qui
viennent aider l'entreprise à ce qu'il n'y ait pas de coûts supplémentaires liés au handicap de la personne. Voilà, et pour finaliser, vous l'avez compris dans les interventions, l'objet c'est bien de compenser la situation de handicap. Donc c'est de faire en sorte que la personne et l'employeur puissent collaborer dans une situation qui est normalisée. Je parle bien de la situation qui est normalisée. Voilà, et c'est bien l'objet. Du coup, on sort un petit peu de la logique de prime, puisque c'est pas ça qu'on cherche à faire. Ce qu'on cherche à faire, c'est répondre aux besoins. Dites-nous quel est le besoin. Voilà comment on y répond. Quand je vous disais en introduction, aujourd'hui, la boîte à outils est roborative, je maintiens, on l'a démontré là avec tout ce qu'on a vu, effectivement, elle est roborative parce qu'il y a nécessité qu'elle le soit, parce que, comme vous l'avez dit, madame, les situations sont toutes singulières. Voilà. Et il faut pouvoir répondre à chaque situation. Et ce qu'on essaye de faire, c'est véritablement ça. Et donc, la question qui se pose toujours à nous, c'est celle du besoin. Dites-nous quel est votre besoin, nous, ensemble, les acteurs, on trouvera les réponses adéquates. Et je crois que ça a vraiment été la belle démonstration que nous avons faite aujourd'hui. Effectivement, cette capacité de l'ensemble des partenaires qui sont ici présents à se coordonner autour d'un diagnostic du besoin de la personne en situation de handicap et leur capacité effectivement à coordonner leur action de façon efficace pour permettre à ces personnes d'intégrer durablement l'emploi. Alors maintenant on arrive à la fin de cette conférence. On a une dernière un petit slide. Vous avez été interrompu, je voulais terminer sur la situation de Camille, si je puis me permettre. Simplement pour être bien sûr que le témoignage soit bien compris. Donc on avait reçu une demande de la part du docteur Delay, le médecin du travail, pour accompagner Camille dans le cadre, suite à sa visite médicale d'embauche finalement. Le médecin du travail a souhaité nous solliciter pour qu'on puisse voir dans quelle mesure nous pouvions accompagner Camille et son employeur au regard des contraintes qu'elle pouvait rencontrer sur son lieu de travail. Donc Camille, elle a plusieurs missions finalement au sein de son lieu de travail. Elle a notamment à charge d'accueillir téléphoniquement et physiquement les clients, de les conseiller, d'encaisser leurs achats finalement, réaliser les emballages en opportunité, mettre en rayon les produits, tout ce qui est facing, mise en avant des produits finalement de la boutique, que ce soit floral ou décoration, parce qu'elle intervient dans une fleuristerie, mais elle est en CAP vente. Il faut bien qu'on s'en souvienne finalement. Et elle gère également le retrait colis, donc la réception des colis de par les différents livreurs et le retrait colis par les clients. Donc elle a de nombreuses missions qu'elle assure toujours bien entendu sous la coupelle, on va dire, sous la surveillance et l'encadrement de la gérante de la boutique, Madame Mesura, mais elle n'a pas de contraintes pour chaque mission, chaque tâche qu'elle doit réaliser. Elle a deux contraintes principales finalement qui sont la rédaction des mots à la demande des clients, donc des mots de félicitations, des mots de condoléances, pour lesquels un effort de concentration est nécessaire et parfois difficile à réaliser parce que les clients parlent en même temps. Encaisser, écrire le mot, répondre aux clients, c'est compliqué. Donc ça, c'est une contrainte pour laquelle Camille a trouvé une solution toute seule. Donc ça veut dire aussi qu'elle est proactive finalement dans la recherche de ces solutions de compensation. Elle a trouvé l'idée de mettre en place un cahier sur lequel elle a écrit les modèles de texte qu'elle présente au client. Le client choisit, elle les recopie. Et elle a choisi de l'écrire avec une police de caractère et une taille de caractère qui lui conviennent mieux. L'autre contrainte qu'elle avait, c'était au niveau des noms des retraits colis, puisque le nom de certains clients pouvait se ressembler entre Duquesne, SEN et Duquesne 2NE. C'était parfois compliqué. De ce fait-là, nous avons mis en place le stylo lecteur. Vous avez le stylo lecteur finalement qui est illustré ici. On le montre dans la vidéo, mais on n'a volontairement pas choisi de faire un retrait de colis avec parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait de nom de client cité. Donc vous voyez, les solutions, elles sont raisonnables. On n'est pas allé chercher à aménager des missions qui n'en avaient pas besoin. On a vraiment cherché, comme le disait tout à l'heure monsieur, à compenser les contraintes de Camille par la mise en place dans un premier temps d'une aide au maintien de 2 000 € pour sécuriser le maintien en emploi de Camille de par les difficultés qu'elle pouvait rencontrer et les incidences que ça pouvait avoir en termes de temps et d'erreurs pour l'employeur.
Et on a cherché une prise en charge pour le stylo qui a été acceptée par la GFIP à hauteur de 100% du coût au regard de la situation de santé de Camille. Aujourd'hui, Camille, le stylo, elle l'utilisait beaucoup au début, elle l'utilise beaucoup moins maintenant parce que ça lui a surtout permis de prendre confiance en elle, de développer d'autres stratégies. Et les clients se faisant réguliers, elle a développé des petites stratégies pour l'utiliser un petit peu moins. Maintenant, elle en a également un deuxième dans le cadre de sa formation. Donc, elle en a un au travail et un sur le lieu de formation qu'elle utilise également à la maison. Donc, c'est vraiment un accompagnement complémentaire pour Camille. Merci beaucoup, Mélina, pour ces précisions sur l'accompagnement de Camille. Nous touchons donc à la fin. Le message de la fin est à Vincent Leroux qui, je ne sais pas s'il est arrivé. Il s'est excusé, il avait une réunion, donc là, je pense qu'il est sur la route. Et Madame Biori-Breux est présente. Très bien. Écoutez, je vais vous laisser donc la parole et ensuite je donnerai le mot de la fin aussi à Monsieur, au président Laurent Rigaud de la SPRA. Je vous en prie, venez sur le devant de la scène. Je vous en prie. Merci. Donc je me présente, je suis Céline Biori-Breux, je suis chargée de mission alternance formation au sein de Lopco-Mobilité. Donc pour présenter, on va dire Lopco-Mobilité, c'est les 20 branches qui sont regroupées dans la RATP. On a 210 000 entreprises. Ça regroupe environ 1 600 000 salariés et 85 000 alternants. Pour parler donc un peu de comobilité, et Monsieur Jaurès en a parlé en parlant de locaux et d'accompagnement, donc on finance les formations, on accompagne donc les entreprises sur les différents dispositifs de formation, on promouvoit l'alternance. C'est peut-être un peu redondant par rapport à ce que M. Jaurès a dit, mais c'est vraiment pour représenter locaux. Une partie, donc, on finance l'alternance. Et concernant l'alternance et l'handicap, donc on va financer les contrats de professionnalisation et les contrats d'apprentissage. Donc, sur la partie contrat d'apprentissage, effectivement, on va avoir donc, la possibilité d'accompagner donc, les CFA à hauteur de 4 000 € maximum. Et pour la partie, par exemple, contrat de professionnalisation, là, on est sur un taux horaire qui va être qui va être augmenté. Si, par exemple, on va dire une formation est prise en charge à 8 € de l'heure, on peut aller jusqu'à 15 € puisqu'on est sur un public prioritaire. Et ce résultat pourra être versé éventuellement à l'entreprise si le CFA facture un peu moins. Voilà donc pour cette partie. Donc on a eu des beaux témoignages. C'est vrai que nous, de notre côté aussi, quand on voit les dispositifs, l'alternance auprès des entreprises, on a aussi on accompagne aussi donc, les entreprises sur le sujet. Donc on a un dispositif tutorat qui est mis en place et des modules de e-learning aussi qui sont destinés aux managers sur le handicap. On a des exemples aussi, on n'a pas de vidéos pour le moment. On a des personnes qui sont en situation de handicap et qui obtiennent des CAP en carrosserie, dans les métiers de l'automobile. On a aussi donc IRP Auto qui est la protection sociale des travailleurs, on va dire, dans l'automobile, qui accompagne aussi ce volet, qui va accompagner donc, de manière financière et aussi donc, sur tout ce qui est équipement, aménagement d'un véhicule et aussi donc, sur d'autres volets, si c'est des personnes qui peuvent être dépendantes, voilà, peut accompagner aussi de manière financière avec des chèques d'accompagnement, CGU, etc. Voilà, donc il y a aussi ce côté, dans son volet donc action sociale, le IRP Auto peut accompagner aussi les personnes donc, en situation de handicap. Merci pour cette intervention.
Laurent Rigaud, je laisse le mot de la fin. Bonjour Monsieur, je m'appelle Laurent Rigaud, je suis président de la Chambre de métier et de l'artisanat. Si vous me permettez de prendre la parole peut-être avec deux casquettes. D'abord ma casquette de chef d'entreprise, avant de prendre celle de président de Chambre de métier, puisque j'ai moi-même, en tant que chef d'entreprise, eu l'occasion de travailler avec la plupart d'entre vous, mais peut-être revenir que quand on est chef d'entreprise et qu'on souhaite prendre quelqu'un qui a un handicap et de le former, ce qui se passe, la réalité de ce qui se passe. Coup de téléphone du préfet qui m'appelle avec ma casquette président de chambre, M. Rigaud, président, il faudrait recevoir Léo, parce qu'il a des difficultés, il a atteint d'un handicap de trisomie, et il faut le rencontrer avec ses parents et lui trouver une solution. Je le rencontre, en tant que président de chambre de métier, mais je le rencontre chez moi dans mon entreprise. Avec ses parents, on discute, on échange. Léo, 24 ans, il a déjà un CAP en cuisine collective. Et après avoir échangé avec lui, je comprends que Léo, ce qu'il a envie, c'est de rentrer chez moi, chez nous, dans l'entreprise. Bien. Bon, au départ, je n'avais pas anticipé le truc. Bon. Et donc, on regarde. Donc, il voudrait rentrer en CAP charcutier en 3 ans. Très bien. J'avais mes équipes autour de moi et puis mes filles. Donc, je vais dire mes filles tout de suite. Je dis, bon, qu'est-ce que vous en pensez? Ok, banco, on y va. Et après, on regarde comment on fait. Comment on met en place, c'est quoi la rémunération, 24 ans, on va aller sur la rémunération de 1 450 € net en apprentissage, donc une partie seulement d'entreprise, pour quelqu'un qui va pouvoir faire 20% de travail d'un apprenti sans le handicap, c'est déjà la difficulté. Ok, on dit ça ne doit pas être un blocage. Par qui on se fait accompagner? AGFIP, Cap emploi, on était remarquable. Remarquable, même si au départ, pour les aides financières de l'entreprise, on nous dit, vous mettez 50 000 €, nous on va vous trouver 3 000, mais ça ne va pas pouvoir le faire. Et à la fin du compte, on tord le truc, on va voir, j'ai eu l'occasion de déjeuner avec Mme Cluzel, la ministre, dans la semaine, et puis tout ça s'est mis en place, on a eu un super accompagnement. Et après moi, nous, l'idée avec mes filles, c'était de dire, on va le former, mais on va le mettre dans un CFA ordinaire. Léo avait toutes les capacités à rentrer dans un CFA ordinaire. Et la chambre a dit banco. C'est la même casquette, mais il y a des bancos. Et donc, on l'a mis au CFMA de Tourcoing. On l'a mis dans une classe ordinaire, accompagné par un CFA spécialisé de Tourcoing, mais les 3/4 du temps, il était au CFA ordinaire dans la classe avec des gens ordinaires. Et bien, je peux vous dire qu'on n'a pas eu de difficulté pendant 3 ans. Et donc, on a formé comme ça Léo, et puis on a réussi à aller à l'examen. Il a eu son diplôme. Voilà. Ce qui démontre que c'est possible et qu'on devrait faire en sorte que toutes les difficultés, eh bien, on les règle. Parce qu'il y a des difficultés. On sait bien qu'on a un handicap, on démarre avec une difficulté. Mais on doit faire, avec l'ensemble des partenaires, et c'est possible, faire tout ce qu'il faut pour que ces difficultés soient minimes et en tout cas qu'on puisse se former. Et maintenant, avec ma casquette chambre de métier, vous dire que, déjà, vous avez bien compris que Laurent Rigaud lui-même, il porte l'idée qu'on puisse avoir un handicap et se former dans l'artisanat et avoir un emploi et avoir un métier. Et bien sûr, on va impulser à la chambre de métier, eh bien, qu'il n'y ait pas de difficulté, qu'on puisse le faire. Et ça ne doit pas être un moment, le financier ou l'accompagnement qui bloque. Si jamais ça devait arriver, il faut tordre le truc pour que ça rentre. Et bien sûr, il faut plus d'accompagnement et plus de financiers. Et moi, je souhaite, et j'ai des collègues qui siègent au national, pour dire un moment que le financier et l'accompagnement doit aussi être fléché sur les TPE. Parce que je vois quand les grosses boîtes, tout ça est réglé. Mais il y a un moment, les TPE, eh bien, on les oublie un petit peu. On estime que, alors que pour les personnes qui ont un handicap, dans des entreprises à taille humaine, où on trouve sa place, où on rentre dans une équipe, où c'est des métiers passion, il y en a un paquet qu'on pourrait faire. Et je suis persuadé qu'on doit pouvoir en faire beaucoup plus. Alors à la Chambre, j'ai regardé les 4-5 dernières années, 70, 100, 150, 350, on double tous les ans. Donc c'est possible. C'est possible. Le tout, c'est d'en parler, les mettre en avant, pas avoir peur de dire ben oui, on peut avoir un handicap et puis on peut se former, les faire parler pour que les gens osent, avec leur handicap, venir taper à la porte de la chambre de métier et de dire eh bien moi j'ai envie de faire ce métier-là, j'ai envie d'être coiffeuse, j'ai envie d'être boucher, j'ai envie d'être couvreur, et si on arrive à passer ce message-là, à le démontrer,
Je suis persuadé que demain, ce n'est pas 350 qu'on en fera, mais c'est 700, et puis on le fera dans l'ensemble des CFA. Et peut-être pour conclure, la Chambre de métier ne le fera pas tout seul. Et donc c'est bien avec tous les partenaires. Tous les partenaires. Tous les partenaires des jeunes, de l'emploi, et puis toutes les personnes qui accompagnent et qui financent le handicap. Parce qu'il y a un moment, il ne faut pas non plus demander de faire, et puis que le financement aille ailleurs. On doit accompagner sur tous les sujets. En tout cas, vous avez compris que vous m'aurez avec vous, à vos côtés, et peut-être certainement et des fois, en chef de file pour dire, allez, on fait plus, on fait mieux, et on fait rapide. Voilà, en tout cas, une très belle action, et vous pourrez toujours compter sur la Chambre de métier. Bien, écoutez, merci à tous nos partenaires qui se sont mobilisés aujourd'hui avec nous pour vous présenter ces solutions d'alternance. Donc, vous avez compris que c'est possible, et je vous avais dit qu'on aurait réussi cette journée et cette réunion si vous êtes, à l'issue de cette réunion, tous convaincus que l'alternance est la solution pour vous. Et nous vous engageons, là, dans les jours et les semaines qui suivent, à venir se rapprocher de nous. Chacun des partenaires, vous avez compris qu'on travaille en synergie, qu'on échange de l'information pour qu'on puisse effectivement travailler sur votre cas, vos besoins et mettre en place les solutions appropriées. Et voilà, je vous remercie tous, je vous souhaite une excellente journée. Et merci à tous nos partenaires avec lesquels nous avons eu beaucoup de plaisir à préparer cette journée pour vous. Pour ceux qui sont ici, il y a encore la possibilité